l'absence des grands moyens pour faire face à un certain nombre de situations, il faut se contenter de l'existant pour trouver comment essayer, tant soit peu, de faire quelque chose pour éviter le pire. Le pire que nous allons éviter, eh bien, c'est en se contentant de l'existant. Je vous ai dit tout à l'heure que je m'en vais rencontrer un responsable de l'ONG Espace Solidarité Santé. Et c'est le moment, c'est ce que je m'en vais faire avec vous qui m'accompagnez sans doute, qui nous suivez de partout où vous êtes pour cet entretien exclusif avec le responsable de l'Espace Solidarité Santé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, Monsieur Lundou. Bonjour, Monsieur le journaliste, bonjour Tech, et merci pour la considération, merci pour l'intérêt accordé à l'Espace Solidarité Santé. Espace Solidarité Santé, je l'ai dit tantôt dans l'entrée de jeu, puisque j'ai parlé des problèmes sanitaires au Congo. Notamment, il y a aussi eu une étude menée par l'ONG Publiez ce que vous payez sur les investissements au milieu public dans le département de la santé. Mais il s'avère que beaucoup d'argent était sorti du trésor public, mais ces investissements n'ont pas vu les jours. C'est-à-dire que beaucoup d'argent sorti, mais rien n'a été fait pour améliorer le système sanitaire au Congo. Et aujourd'hui, plus nous avançons, plus il est constaté que beaucoup de choses se passent, pas dans le bon sens, mais pour dégrader, qui dégrade de plus en plus le système sanitaire. Et vous avez eu à mener un plaidoyer. Mais d'abord, vous êtes là, représentant de l'Espace Solidarité Santé. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'Espace Solidarité Santé? C'est quoi? Puisqu'il est arrivé que vous signez pas mal de conventions avec le gouvernement congolais. Merci. ONG, organisme non gouvernemental, comme il est dit, nous sommes l'association Espace Solidarité Santé. Et donc nous existons de façon juridique depuis septembre 2006. Et comme vous avez su le dire, nous sommes arrivés dans la vie de la société civile pour apporter un certain nombre d'expertises en ce qui concerne la prise en charge des situations médico-chirurgicales de la population, pour apporter notre expertise sur l'amélioration dans le fonctionnement et l'organisation des établissements de santé, apporter tant soit peu un soutien aux populations dans le cadre de la prise en charge dans le domaine de la santé. Le contentieux dans le domaine de la santé relève aussi des attributions de notre ONG. Et donc, depuis là, sur le plan pratique, nous sommes allés vers la population à travers certaines structures. Et vous êtes ici à la clinique médicale Espace Solidarité Santé Angèle Patricia, qui est la première structure mise en place par l'ONG ESA et qui vient, dans le cadre d'une santé de proximité, apporter son concours aux populations. Et en dehors de cette clinique, qui est donc, je disais, la première réalisation de notre ONG, nous avons un certain nombre de plaidoyers que nous avons eu à mener, que nous avons eu à faire. Notamment, nous avons fait un plaidoyer qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a apporté une visibilité dans ce cadre-là, au niveau pas seulement du Congo, mais du monde entier, puisque nous sommes intervenus même sur les ondes de Radio France Internationale. Il s'agissait d'un plaidoyer sur les erreurs médicales. Vous savez, aujourd'hui, le contentieux dans ce domaine n'est pas connu. Et aujourd'hui, dans ce domaine, les voies de recours en cas d'erreur médicale ne sont pas connues, ce qui renforce certains praticiens dans la maintenance de certaines pratiques qui ne sont pas bien. Parce qu'en face, si nous avons une sanction, en face, si nous savons que dans la vie humaine, en cas d'une erreur, en cas d'une faute grave, on peut faire face à telle ou telle chose, cela peut conduire les praticiens à un peu de sagesse, sinon à beaucoup de vigilance et aussi à se référer à leurs compétences par rapport aux actes qu'ils posent. Donc c'est un plaidoyer qui avait connu son importance à cette époque-là, dans la mesure où il a été pris en charge dans de nombreuses politiques qui sont venues corriger un peu ce vide. Nous avons aussi fait un plaidoyer sur la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, où nous avons parlé des failles, des défaillances qui sont constatées depuis le lieu où est constaté un souci dans le cadre de la santé, le conditionnement, la mise en condition, donc
le transport médicalisé et la réception dans les établissements de santé. Et en dehors de ça, nous avons mené des campagnes de sensibilisation sur l'hypertension, sur le diabète, des campagnes de dépistage, de déparasitage. Donc nous sommes là depuis 2006 et nous sommes auprès du gouvernement liés par un protocole d'accord. Okay. Et aussi nous avons sur le plan juridique administratif, nous avons tout ce qu'il y a comme données pour être en règle par rapport aux lois, règlements en vigueur dans la République. Alors tout à l'heure, avant qu'on ne rentre pieds joints dans le thème qui nous concerne aujourd'hui, notamment le système sanitaire, comment améliorer l'existant, mais vous avez parlé d'un plaidoyer que vous avez fait, notamment sur ces erreurs médicales. Est-ce qu'on peut juste en quelques mots en savoir davantage où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport au plaidoyer que vous avez mené? Voilà, profitant de la réponse à donner à votre question, je veux aussi, après avoir fait le résumé de ce plaidoyer sur les erreurs médicales, essayer d'en faire un aussi sur la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, qui était notre deuxième plaidoyer, parce que cela va nous permettre de comprendre un peu l'étude qui est en cours, que nous sommes en train de mener. Donc, nous avons constaté, aujourd'hui, vous avez des structures privées, et souvent, quand il y a des cas graves de décès ou de mauvaises pratiques ayant entraîné des dommages, des préjudices sur des malades, vous avez souvent dans les centres de santé ces erreurs qui sont décriées. Mais quand vous avez les mêmes erreurs qui sont commises au niveau des établissements publics, alors vous n'avez pas les mêmes cris à gauche et à droite. Aujourd'hui, dans la conception générale, les gens se disent que s'il y a un lieu où on peut mourir, c'est l'hôpital. Donc il peut y avoir un décès à l'hôpital aujourd'hui, il peut y avoir un décès dans un établissement hospitalier. Tout de suite, les gens vont se dire c'est normal parce que les modes de sortie, en termes de gestion hospitalière, dans les modes de sortie de l'hôpital, il y a la sortie par convalescence, il y a la sortie par guérison, il y a la sortie par convenance personnelle et il y a la sortie par décès. Or, il arrive que ces décès soient provoqués par des erreurs dues, dans un premier temps, par le manque de compétences des personnels qui ont en charge le malade à cet instant-là. Deux, par le plateau technique est défaillant et on n'a pas pu avoir sur soi l'équipement nécessaire, ou on a eu un équipement qui, au lieu d'apporter la solution, a apporté le pire. Donc, il y a des erreurs médicales. Je vais vous citer en passant un exemple que nous avons vécu quelque part. Nous avions un personnel de garde compétent, qualifié, mais qui, à une heure donnée de la nuit, s'est absenté et a laissé le service dans les mains d'une stagiaire. Et il y avait un protocole sur un nouveau-né de 3 jours. Et le protocole consistait à certaines heures d'administrer, comment dirais-je, un traitement. Et donc le traitement qui était prévu devait l'être par voie intramusculaire. Et la jeune stagiaire qui venait de commencer, ne sachant pas, et celle qualifiée qui avait laissé sa place à cette jeune stagiaire qui s'était déplacée, n'avait pas donné les consignes nécessaires. Et voilà que le produit graisseux qui devait être administré par voie intramusculaire va être administré par voie intraveineuse, provoquant un arrêt quelques instants après du cœur, un arrêt cardiaque. Ça, c'est un genre d'erreur vécue. Mais il y a beaucoup d'autres erreurs où on tente, par exemple, un acte chirurgical sur une personne par des personnels qui ne sont pas compétents, ou encore on utilise des produits anesthésiques, soit périmés, mais soit sans pour autant avoir pris le temps de faire un bilan. Vous savez, les consultations anesthésiques, on fait le bilan pour voir si au moment de l'anesthésie, la personne est capable de supporter tel ou tel produit. Donc, nous avons étudié, nous avons recueilli pas mal, parce qu'il est difficile pour une personne, un malade qui vient à l'hôpital, qui ne connaît pas, il est difficile pour les gens qui l'accompagnent de savoir apprécier qu'est-ce qui est erreur médicale et qu'est-ce qui n'est pas erreur médicale. Vous allez seulement entendre une personne qui décède sur la table d'accouchement, les gens vont extrapoler, mais il n'y a pas de façon concrète, quelque chose qui peut leur dire, voilà, c'était une erreur et tout. Donc, à l'époque, nous sommes même intervenus dans le Défi africain, une émission animée en ce temps-là par Alain Foucault, et nous avons parlé des erreurs médicales, et nous avons conclu qu'en face, il n'y avait pas de procédure connue
Aujourd'hui, nous avons par exemple des avocats qui sont spécialisés dans le droit pénal, dans le droit administratif, qui sont spécialisés dans le droit civil. Mais nous en avons très peu qui sont spécialisés dans ce domaine-là, qui demandent des expertises très poussées par des personnes qualifiées et par des personnes habilitées. Nous avons par exemple dans notre pays un domaine qui est encore très mou, c'est celui de la médecine légale. La médecine légale, on croit souvent qu'elle n'intéresse que les personnes décédées. Mais la médecine légale aussi du vivant d'une personne est là pour déterminer les dommages subis par la personne. Et très souvent, l'expertise dans le cadre de la médecine légale aide l'expertise sur le plan judiciaire. Donc, ce domaine n'étant pas développé, nous avons suggéré à l'époque les voies et moyens pour donner aux consommateurs les voies de recours de façon claire qui peuvent conduire les uns et les autres à savoir où est-ce qu'il y a eu une erreur médicale, comment s'est faite cette erreur médicale et quelles sont les voies de recours. Et le deuxième plaidoyer, nous avons fait la démonstration de ce que pouvait subir un malade qui déjà dans son cas de maladie va se retrouver dans des situations où la maladie sera aggravée avant même le traitement. Nous avons parlé d'un malade qui est dans une situation donnée chez lui à la maison et la façon de prendre ce malade, pour prendre un terme vulgaire, la façon de ramasser ce malade, par exemple un accidenté de la voie publique qui peut avoir une atteinte de la colonne vertébrale ou pas, mais s'il n'y a pas atteinte de la colonne vertébrale, par exemple, la façon de ramasser ce malade, de le prendre, de le conditionner, peut faire que on le prend d'une situation donnée pour créer une autre situation qui est pire que celle qui était avant. Et nous avons aussi parlé d'une organisation des secours de façon généralisée. Nous avons pris certains exemples, notamment l'exemple de cette dame qui, en plein travail, il a été dénoté dans un centre, le premier centre qu'elle a fréquenté, qu'elle ne pouvait pas accoucher par voie basse et qu'il fallait que cela se passe par césarienne. Donc, elle est partie de cet endroit pour le centre le plus proche. Arrivé dans ce centre-là, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas un gynécologue habilité à l'instant pour la prendre en charge. Donc, elle a été envoyée dans un deuxième centre et ce n'est qu'au niveau du troisième centre. C'est-à-dire que elle a commencé à être référée à 9 heures pour être prise en charge à 21 heures de la même journée. Et donc, il y a eu du temps passé et le temps passé a créé une situation déplorable, aussi bien au niveau de la maman, hélas, qu'au niveau de l'enfant. Que dire des accidents vasculaires cérébraux pour lesquels la prise en charge doit être vraiment faite rapidement parce qu'il est question de temps. Surtout quand le cœur lâche, il y a les connaisseurs, ceux qui ont appris, qui savent qu'au bout d'un certain nombre de temps, il est impossible de récupérer le fonctionnement, par exemple, d'un cœur. Et nous avons donc pris toutes ces situations et nous avons énuméré des suggestions, toujours dans le cadre de notre rôle d'apporter à l'État, d'apporter aux structures de santé les suggestions, les remarques, les observations par rapport à ce que nous recueillons au niveau de la population. Par rapport à ce que vous arrivez à recueillir au niveau de la population, et je tiens à rappeler, vous avez suivi ces exemples donnés ici par M. Charles Lundu Mikungi. Je tiens à rappeler que Charles Lundu Mikungi est non seulement colonel de son État, mais cadre dans l'administration de santé. C'est bien ça, mon colonel? C'est ça. Voilà. Donc, il est bien placé pour nous parler de tout ce qu'il vient de nous dire et des exemples qu'il vient de nous donner. Alors, au regard de ces exemples que vous avez donnés, M. Charles Mikungi, est-ce dire que c'est ce qui a conduit à ce que vous menez le plaidoyer que vous êtes en train de faire, notamment sur le système de santé et l'amélioration de l'existant? Comme il est dit, même la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Alors aujourd'hui, vous vous êtes contenté de voir ce que nous avons et qu'est-ce qu'on peut y faire. Comment ça s'est passé? Nous ne venons pas critiquer pour critiquer, en fait. Nous ne venons pas aussi rentrer dans un débat politicien, parce que nous ne faisons pas la politique. Notre statut ne nous le permet pas. Mais ça fait des années, nous sommes au contact de la population, de toutes les couches de la population. Je peux vous dire, Monsieur Tech, que la santé est une préoccupation très importante au niveau de la population. Et aujourd'hui, nous avons raisonné en prenant l'image qui suit. Vous êtes au bord de la voie publique, vous assistez à un accident.
il y a un monsieur, il y a une dame qui est victime d'un accident de la voie publique. La personne saigne, la personne est là. Je crois que le premier réflexe que vous aurez, ce n'est pas de chercher les causes de l'accident. Les causes de l'accident, vous allez les trouver. Mais je crois que le premier réflexe, c'est de sauver la personne qui est là. Qu'est-ce que j'entends par cette image? Aujourd'hui, on peut parler de notre système de santé, on peut énoncer toutes les critiques. Mais nous n'avons pas voulu l'entrer dans ce cadre-là. Nous nous sommes dit, pendant que nous pouvons critiquer, pendant que nous pouvons parler, il y a de nos frères qui tombent malades. Il y a de nos sœurs qui tombent malades. Il y a des urgences médicales. Il y a des urgences chirurgicales. Le temps de critiquer, le temps de parler, nous passons à côté de la prise en charge de ces cas-là. Alors nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Nous avons, nous, ONG et ça, signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé. Et parmi toutes les causes, il nous est demandé, nous, en ce qui concerne nos engagements, d'appuyer et d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques et des stratégies dans le cadre du plan national du développement sanitaire. Donc, l'étude que nous menons là, c'est en réponse à nos engagements dans le protocole d'accord avec le gouvernement et notamment en ce qui concerne le fait d'appuyer, d'accompagner le gouvernement dans la mise en place des pratiques et des politiques et des stratégies qui vont rendre concret le plan national de développement sanitaire. C'est dans ce cadre-là qu'à chaque fois que nous avons la possibilité de conduire certaines expertises dans certains domaines, nous le faisons. Et c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui. Nous nous sommes dit, avant de réfléchir à ce qui sera fait demain, avant de réfléchir à ce qui sera fait après-demain, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en termes d'existence? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme personnel de santé? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme structure de santé? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme politique de santé? Donc vous avez mené une étude pour comprendre, pour faire un constat sur l'existence. Voilà. Est-ce que les personnels de santé, tels que nous les avons aujourd'hui, dans leur qualification, dans leur emploi, dans leur fonctionnement, est-ce que les structures de santé, telles que nous les avons aujourd'hui, dans leur organisation, dans leur fonctionnement, dans leur plateau technique, peuvent répondre aux besoins de santé de la population? Si oui, nous avons énoncé un certain nombre de constats. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce qui existe? C'est-à-dire, je répète, je dis, nous ne sommes pas allés dans un futur, mais nous nous sommes dit, au moment où nous pouvons réfléchir sur l'amélioration de telle ou telle chose, nous sommes dans le présent. Et étant dans le présent, nous avons en face de nous des gens qui sont malades, nous avons en face de nous des urgences médicales, nous avons en face de nous des urgences chirurgicales, et nous avons aussi des personnels de santé, nous avons des structures de santé. Est-ce que ces structures de santé peuvent répondre aux besoins de la population? Donc voilà, notre étude, c'est se poser cette question, et en répondant à cette question, nous voyons le positif et nous voyons le négatif. Et après le constat du négatif, nous énonçons des suggestions pour améliorer ce qui existe, pour améliorer ce que nous avons. C'est comme aujourd'hui, un père de famille, il dispose d'un salaire de temps. Il veut, demain après-demain, que son salaire, que ses revenus soient améliorés. Il veut que demain après-demain, qu'il ait ceci qui lui manque, qu'il ait cela qui lui manque. Il veut demain après-demain que ses enfants à l'école puissent avoir ça. Mais pour l'instant, il n'a que ce qu'il a. Donc, il doit réfléchir par rapport comment planifier. Voilà. C'est le but de l'étude que nous avons eu à faire. Qu'est-ce que nous avons au Congo? Qu'est-ce que nous avons sur place? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Et en ce moment-là, quelles sont les faiblesses que vous avez dû remarquer, vous avez dû relever par rapport à l'existant? Nous avons été aidés par les deux études précédentes dont on a fait état tout à l'heure, les erreurs médicales et les urgences médico-chirurgicales. Donc aujourd'hui, nous avons d'abord pris, c'est peut-être pas un échantillon représentatif, c'est la raison pour laquelle, avant de rendre publique notre étude, nous faisons des exercices de communication pour dire à la population la portée, démontrer à la population la portée de notre étude et pour recueillir de la part de la population ce que nous n'avons pas pu recueillir
au cours de notre étude. Voilà pourquoi nous communiquons. On dit, voilà, nous, ONG SA, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes sur le plan de conclure cette étude. Mais avant de la conclure, voilà ce que nous pensons. Et si vous avez des ajouts, des remarques, des observations, en communiquant, la réponse serait que vers nous, raison pour laquelle on aura toutes nos coordonnées qui seront communiquées au cours de cette émission pour recueillir. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes posé la question de savoir, dans la plupart des cas, nous souffrons de quoi? Qu'est-ce qui nous conduit dans les établissements hospitaliers? 1. Quand nous souffrons de toutes ces pathologies, est-ce que nous avons en face de nous des structures de santé qui peuvent répondre à ce type de pathologie? Donc, à la première question, je crois que nous sommes aidés par les études qui sont faites au niveau national, au plan national. Nous avons vu que de façon récurrente revient le paludisme, revient la typhoïde, reviennent certaines infections. Aujourd'hui, de plus en plus, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et le VIH qui déjà est pris dans un cadre d'une politique qui est bien menée et pour lesquels les résultats aujourd'hui sont très satisfaisants. Alors, est-ce que par rapport à toutes ces pathologies, est-ce que dans notre pays, il existe des structures capables de traiter ces pathologies? La réponse, globalement, je dirais à 92% est oui. Pourquoi? Parce que de toutes les catégories, les établissements publics que nous avons, partons, bon, là, je n'ai pas parlé de suivi de la femme enceinte et tout ça, pour lesquels beaucoup de politiques sont menées actuellement. Donc, partons des dispensaires, des structures de base, les centres de santé intégrés, les hôpitaux de référence, les hôpitaux de base, les hôpitaux régionaux, les centres hospitaliers universitaires, les hôpitaux généraux. Dans le domaine public, on revient au domaine privé avec aujourd'hui quand même une amélioration du plateau technique dans beaucoup d'hôpitaux. Il y a des centres privés aujourd'hui qui ont commencé à prodiguer certains traitements qu'on n'avait pas au pays. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'évidemment, toutes ces pathologies citées, nous pouvons les traiter sur place à quelques limites près. Sur le plan, par exemple, de l'imagerie médicale, nous avons ce que la médecine moderne a. Nous pouvons faire le scanner au Congo, nous pouvons faire l'IRM au Congo. Il y a peut-être en ce qui concerne l'oncologie, nous sommes rendus compte que dans le traitement du cancer, en plus de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, il y a souvent nos malades qui sont butés à la radiothérapie, c'est-à-dire ceux qui doivent continuer leur traitement par la radiothérapie. La radiothérapie, nous sommes obligés d'envoyer les malades à l'étranger. Parce que nous avons fait aussi une étude des évacuations sanitaires. Qu'est-ce qui conduit les gens à aller à l'étranger? Parce que souvent on parle du fait qu'aller à l'étranger pour se soigner, ça veut dire qu'on n'a pas pu le faire au pays. Donc nous nous sommes posé la question de savoir ceux qui sont évacués, ils sont évacués pourquoi? Et pourquoi on ne peut pas, sur place, faire ce que les gens vont chercher ailleurs? Et c'est la réponse, ce sont les réponses aussi à cette question qui nous ont conduit à élaborer les suggestions que nous avons là. Donc, grosso modo, nous avons sur place ce qu'on peut trouver ailleurs. Par exemple, dans le cas de l'insuffisance rénale, on peut faire la dialyse chez nous. Et les quelques apports qu'on peut trouver à l'étranger, j'ai parlé tout à l'heure de la radiothérapie, dans le cadre aussi de la cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire, il y a aussi des choses que nous ne sommes pas encore arrivés à faire, pour lesquelles il serait mieux d'aller à l'étranger. On n'est pas encore arrivé à faire des transplantations de reins, des transplantations de cœur et un certain nombre de choses de médecine poussée liées au cœur, par exemple. Il y a aussi la dialyse. On a dit qu'on avait des unités de dialyse ici. On va comprendre tout à l'heure pourquoi ces unités de dialyse ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, nous avons fait une carte où nous avons fait la démonstration de la présence des spécialités. Et même sur le cas des plateaux techniques, on avait à l'époque des soucis en ce qui concerne la neurochirurgie. Donc, on avait des soucis pour opérer le cerveau. Aujourd'hui, il y a des établissements hospitaliers privés et publics au Congo qui sont capables de mener des interventions
très poussée de neurochirurgie. De mener aussi le suivi post-opératoire des cas de neurochirurgie. Donc, nous avons fait le constat et nous nous sommes posé la question de savoir si on a, dans le cas de l'imagerie médicale, on a le scanner, on a l'IRM, si dans le cas de l'oncologie, on peut traiter différents types de cancers, cancer de l'utérus, cancer du sein et tout ça. Si aujourd'hui, nos malades victimes des accidents vasculaires cérébraux peuvent être pris en compte dans le cadre de la neurochirurgie, si nous disposons aujourd'hui de la kinésithérapie fonctionnelle qui peut venir en aide après des interventions lourdes, si aujourd'hui on peut faire la dialyse chez nous, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi la population ne se retrouve pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de communiquer, ce que vous dites, beaucoup de gens suivent ou vont suivre, est-ce qu'on peut parler d'une défaillance communicationnelle du département de la santé pour emmener une certaine population de comprendre que certaines pathologies peuvent être prises en compte ici, d'un côté, et de l'autre, sur la logistique qui ne serait peut-être pas suffisante pour tout le monde, mais qu'il y aurait des centres spécialisés là-dessus. Est-ce qu'on peut parler d'une défaillance communicationnelle? Voilà. Si vous suivez le parcours de l'ONG Espace Solidarité Santé, nous sommes en train de faire un agenda. Nous sommes en train de faire un agenda qui recense pratiquement tous les établissements de santé disponibles au Congo. Et dans cet agenda, nous conseillons aux gens, par exemple dans le cas de l'oncologie, du traitement des cancers, nous mettons les structures disponibles avec leurs coordonnées. Qu'est-ce que dans le cas de cancer peut être fait à Pointe-Noire, peut être fait à Brazzaville, peut être fait à Dolisie? Où trouver ces centres? Donc c'est un agenda, nous sommes à la moitié, qui sera mis à la disposition de la population, aussi bien sur support papier et que sur support électronique, où les gens, quelqu'un, il a une situation, il veut faire, prenons des choses basiques, il veut faire une échographie, il est à Ngoyo. Où est-ce qu'il peut faire une échographie? À Ngoyo. Où est-ce qu'il peut faire une radio de poumon? À Ngoyo. Donc, la question que vous posez, je vais vous dire, je vais vous surprendre. Monsieur le journaliste, quand vous voyez le plan national de développement sanitaire, quand vous voyez les différents projets, en fait, nous avons tout ce qu'il faut pour conduire les gens à avoir la véritable information. Mais ce qui se présente aujourd'hui, c'est comme un cuisinier, il a tous les ingrédients pour faire un plat qu'il a lui-même concocté pour son menu. Mais il ne sait pas utiliser ces ingrédients-là. Ces ingrédients sont mal utilisés et à la fin, le menu qui devait se présenter comme il le souhaitait, ce menu ne se présente plus comme il le souhaitait. Je m'exprime. La première défaillance constatée est au niveau d'un système centralisé et organisé de prise en charge des urgences médicales et chirurgicales. Vous savez, même dans les pays où il y a les centres hospitaliers les plus performants, on évolue toujours sur la base d'un système centralisé. Il y a un cas en Ngoyo et lorsque les secours vont vers ce cas, les secours n'agissent pas n'importe comment. Quand on prend ce cas, on sait dans quel hôpital il faut le conduire. On sait dans quel centre il faut le conduire. Mais on le sait comment. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par question de proximité. Mais parce qu'il y a un service d'aide médicale d'urgence organisé qui est saisi et qui dit le malade que les pompiers venaient de voir, les malades que les secours venaient de prendre, compte tenu de tel et tel renseignement, nous savons qu'en ce moment précis, il faut l'amener par exemple à l'hôpital de Louangili parce que c'est à cette heure-ci à l'hôpital de Louangili qu'on peut trouver un traumatologue. Qu'à cette heure-ci à l'hôpital de Louangili, on peut trouver ça, ça, ça. Et donc, quand le malade arrive, les dispositions sont déjà prises au niveau de ce centre-là pour prendre en charge la personne. Donc, nous sommes revenus, nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà évoqué, lorsque nous avons parlé de la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, mais nous sommes revenus cette fois-ci sur le fait qu'il faut à différents niveaux des systèmes de secours centralisés, des systèmes d'organisation, de prise en charge organisés, qui mettent en communication tous les établissements de santé de façon à faciliter
la prise en charge des malades. Et vous faites bien de le dire, aujourd'hui, nous pouvons avoir un établissement hospitalier, nous pouvons avoir le plateau technique qu'il faut, nous pouvons avoir le personnel qu'il faut, mais si le système est décrié, c'est par rapport aux failles que nous avons évoquées. Un, le malade, le manque d'information. Le malade, le manque de moyens. Vous savez, aujourd'hui, aller à l'hôpital, pour certaines personnes, c'est une évidence. Parce que c'est des gens qui bénéficient d'un organisme qu'on appelle tiers payant. Soit les assurances, soit au niveau de leur service. Il est organisé de telle façon que quand vous êtes malade, il y a une prise en charge. C'est-à-dire que vous n'allez pas avec l'argent, vous n'allez pas avec des espèces au niveau d'un centre hospitalier. Donc ces gens-là qui font le bénéfice d'un organisme tiers payant n'ont pas de mal à aller à se rendre dans un centre de santé. Parce que c'est une évidence, ils sont pris en charge. Mais le commun de mortels aujourd'hui, il faut l'amener, comme aujourd'hui on parle de l'assurance maladie universelle, il faut amener le citoyen à avoir une prise en charge qui va au-delà de ses moyens. Parce que quand vous voyez le salaire minimum à 70 000 francs, je peux vous dire, monsieur Tech, que la prise en charge d'une pathologie chez un individu peut aller au-delà de 70 000 francs. Donc tout le salaire de la personne est hypothéqué dans la prise en charge, même parfois les deux premiers jours seulement de la prise en charge. Parce qu'il n'y a pas seulement le traitement, il y a le diagnostic. Donc aujourd'hui, une personne qui se bat avec son maigre salaire, quand elle est en face d'un problème de santé, l'hôpital ne vient pas tout de suite. L'idée de l'hôpital ne vient pas tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un calcul. La personne n'a pas d'argent, la personne n'a pas de moyens. Donc, très souvent, vous avez des gens qui passent par l'automédication. Dans les églises, la prière et tout. Et quand le cas est vraiment désespéré, c'est à partir de ce moment que le cas vient à l'hôpital. Donc, sur le plan du malade, en dehors de l'information, il faut qu'on ait véritablement et de façon concrète cette assurance maladie universelle pour que chacun de nous ait un organisme tiers payant qui prend en charge ses dépenses de santé. Cela fera que dès que la personne ressent ce qui fait qu'elle doit aller dans un centre de santé, que la personne n'hésite pas et que la prise en charge soit faite le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, en termes de pourcentage, la majorité de la population ne bénéficie pas d'un organisme de prise en charge. La majorité de la population est obligée de payer. J'ai vu, monsieur le journaliste, dans les hôpitaux, la demande en urgence d'un scanner. Et la famille est obligée de faire une réunion de famille pour trouver les 80 000 francs qu'il faut pour un scanner. J'ai vu des accidentés arriver, un problème de traumatologie, il faut les prendre tout de suite au bloc. 175 000 francs qu'il faut débourser en dehors de l'ordonnance. Les familles sont obligées de se regrouper. Pendant ce temps, il y a la contrainte de temps qui est prise en compte. Et le malade n'attend pas. La maladie aussi n'attend pas. Et vous voyez des coups de fil. Il faut appeler, qui peut faire un transfert, et vous trouvez des gens, au moment où la prise en charge devait se faire dans l'heure qui suit, eh bien, les gens n'ont pas pu trouver l'argent qu'il faut. Les gens n'ont pas pu trouver les moyens qu'il faut. Les gens dans la famille n'ont pas pu réunir les moyens qu'il faut. Ça, c'est une des failles importantes que nous avons trouvées. Il faut, dans cette histoire d'assurance maladie universelle, voir comment faire bénéficier à la majorité de la population une prise en charge médicale. Et cela va résoudre beaucoup de problèmes. Même des accouchements simples. Il peut arriver qu'il n'y ait pas dans le centre où la malade s'est rendue tel produit. Et on va demander à la famille qui accompagne. Souvent, monsieur le journaliste, quelle est la famille qui accompagne? Souvent, c'est les gens qui sont là en urgence. Le cas, ah, vous êtes là. Et les gens qui vont avec un malade à l'hôpital, parfois, ils n'ont rien. Parce qu'ils ont été en face de l'urgence. Il faut amener le malade à l'hôpital, mais ils n'ont absolument rien. D'abord, je veux dire ceci que, en ce qui concerne les hôpitaux, normalement, quand tu es malade, il y a tété, il faut penser que tu es dans l'hôpital. Quand tu es malade, il faut que tu es dans l'hôpital. Parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Nous, tu se sentir bien fait, tu te dis, bon, mais il faut que tu es dans l'hôpital. Mais mon frère, mais il se passe des choses parfois qui n'est pas bien.
Aujourd'hui, d'abord, moi-même, je veux te dire que je suis victime. Je suis passé par là. Là, tu veux aller à l'hôpital, mais tu te dis, ah, bon, je vais aller à l'hôpital pour me faire consulter. Mais tu commences déjà à regarder le moyen. Je dis, bon, mais ce que j'ai là, est-ce que ça va répondre par rapport à ce qui se passe là-bas? Est-ce que ça va répondre? Déjà, dans ta tête, tu te dis que, ah, si je suis à l'hôpital, certainement que il n'y a que si m'avait par rapport à moyen. Je suis obligé de le dire parce que moi-même je suis victime, messieurs les journalistes. Tu arrives à l'hôpital, tu peux te retrouver avec 50 000. Je dis, bon, je vais avec 50 000. Mais même pour te recevoir, au lieu d'abord de te voir, ah, monsieur, tu es venu, tout ça, comme on voit chez les autres. Mais non, non, non. On te dit d'abord, oh non, mais si tu as 30 000 francs, donc d'abord les 30 000, on va faire ça, on va faire ça. Tu vois, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, papa journaliste, Québec tout venda parfois hésitant. Du coup, moi je commence à regarder dans le quartier. Il dit, bon écoute, je peux imaginer les produits, bon peut-être que c'est les palus, peut-être que je sais si, donc laisse-moi aller de la 3e ruelle là-bas, il y a une pharmacie là-bas, bon, je me fais docteur moi-même. Et c'est ça ce qui n'est pas bien. Quand ça va mal tourner, en ce moment-là, quand j'arrive à l'hôpital, ah, il dit, monsieur, mais tu étais où depuis ce temps-là, tout ça? Mais pourquoi tu as retardé? Mais madame, mais attends, mais vous avez gardé l'enfant malade à la maison, alors que. Et c'est ça qui fait que, c'est ça qui fait que Baba Buzoba. Parce que si on est dans l'hôpital, bah y a bien, bah traiter bien, mais ça sera une très bonne chose. Mais sauf que quand tu vas penser, ah je fais ça, je calme, et voilà. Non, 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 c'est la mort qui arrive vite là. Moi je n'ai pas dit qu'à l'hôpital qui non, 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 non. Mais quand tu es malade, la première des choses, il faut aller hein, se faire traiter ou se faire visiter par un médecin, ainsi de suite. Mais ici, là, je suis en train de déplorer quoi? Que Bamfumu Yabeto. Et quand je parle de Mfumu, je suis en train de voir déjà du côté, il y a le Yalo. Le Yalo fait un tel à côté Yina que vraiment, moi aujourd'hui là, quand je tombe malade, les mots dans l'hôpital, mais quand je vais aller, bien, c'est-à-dire que c'est bien la prise en charge, bien, tout ça, même si le montant peut lever, même si ça va coûter, je ne sais pas, 100, 200, 300, 400 000, mais tout le monde bien. Si moi pas petit à petit, je peux faire des versements, ainsi de suite. Parce que je sais que le Yalo met tout là à la disposition, il y a la population, tout ce qu'il faut. Ah, on a lancé vraiment appel à Bamfumu Beto que tout ce qu'il faut na bas hôpitaux ya Beto afin que les réalités que les autres en ont là-bas, chez eux là-bas, que ces systèmes-là puissent être aussi ramenés dans notre pays pour que le Congolais il y a s'en sortir si qu'il nous bien belle pour qu'il hésite avec non ah moi pendant que je suis malade si m'kwenda peut-être que mbonga que fioti non 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 même si tu as 30 000 10 000 20 000 je dis non je dois aller à l'hôpital parce que tu sais que l'État congolais mais il dit que mambo il y a mettre le bimios au point et ça va aller. Que les responsables, nos autorités puissent investir dans le domaine de la santé afin que tout Congolais ait la possibilité, la facilité, dès lors qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils aillent directement à l'hôpital sans pourtant faire de l'automédication. Moi, j'ai dû conduire des gens à l'hôpital une nuit à 2 h du matin parce que l'enfant avait été ballotté à gauche, à droite, à l'église. On a donné les tisanes, on a donné... Et quand le cas était désespéré, on m'a réveillé. Et je vais à l'hôpital, il fallait une transfusion sanguine d'urgence. La famille n'avait que 2500. C'est-à-dire les gens que j'ai amenés la nuit n'avaient que 2500. Heureusement que j'ai pris la peine en partant comme ça de prendre un peu d'argent. Donc ça, c'est un problème. Je crois que dans les suggestions que nous avons eu à faire, il faut rendre le citoyen capable d'aller dans un établissement hospitalier sans crainte, sans peur. Parce que
on ne va pas à l'hôpital parce qu'on n'a pas d'argent. Parce que l'hôpital est synonyme d'argent. On va y arriver. Or, vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez les services d'urgence en France et tout, le malade est pris, sa situation administrative est vue après. Mais le malade est d'abord pris, conditionné, traité. Voilà. Or, aujourd'hui, par exemple, les établissements privés, vous ne pouvez pas arriver et prétendre être pris en charge si vous n'avez pas payé. Et c'est pas seulement dans le privé, c'est des choses que nous vivons même au niveau des établissements publics. Et on peut aller loin avec ce terme de mercantilisme parce qu'il fut un temps où nous avions des médecins formés qui avaient pour première vocation de traiter le malade. Nous avons connu ces médecins-là à l'époque. Aujourd'hui, certains qui sont devenus des professeurs, nous avons connu des médecins, nous autres qui sommes venus dans le cadre de la gestion hospitalière, après nos formations, nous sommes allés dans les hôpitaux. Nous avons vu des médecins qui dormaient même à l'hôpital parce qu'ils avaient le souci de soigner le malade. L'argent venait après. L'argent venait après. Donc, la condition du malade, liée au mercantilisme qu'on remarque dans certains centres hospitaliers, rend la prise en charge du malade difficile. Parce qu'aujourd'hui, il y a des praticiens qui ont des contrats, des protocoles avec des unités de diagnostic. On dit, quand vous prescrivez, vous avez ce qu'on appelle à la fin la rétrocession. Donc, en fait, vous faites de l'argent, vous êtes obligé de prescrire. Il y en a qui disent même, telle radio, vous ne pouvez faire que dans tel cabinet, telle échographie, vous ne pouvez qu'aller à tel endroit. Donc, il y a un mercantilisme qui est là, qui devient un danger, si c'est l'argent qui est mis en avant. Et ça, c'est très dangereux parce que nous voyons des gens succomber parce que la personne est arrivée à l'hôpital, mais la personne n'a pas eu le temps d'être prise en charge parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi-même, je venais de le vivre il n'y a pas longtemps. J'ai un de mes collaborateurs victime d'un accident. Et si je n'avais rien dans mes poches, ça devait être difficile. Donc, il y a ce côté-là à régler. Il y a un deuxième côté à régler, c'est le côté des personnels de santé. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays ce qu'on appelle des garages. Vous êtes en panne, vous allez dans un garage. Normalement, un garagiste, c'est quelqu'un qui a appris. Il n'a pas que la pratique, il a la théorie. Il a la théorie. Et il sait la combustion du moteur, c'est tout ça, tout ça. Et la pratique vient compléter sa formation pour lui donner de l'expérience. Mais aujourd'hui, vous avez dans nos garages, vous voulez qu'un de vos enfants devienne mécanicien. Vous prenez de vin rouge, vous prenez une enveloppe, vous donnez au chef de garage, qui lui-même n'a jamais appris. Seulement par l'expérience, mec. Et qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va assister, il va commencer par changer les roues et tout, il a la pratique. Mais cette pratique-là, c'est par rapport au cas qu'il rencontre au jour le jour. Le jour où il se retrouve devant un cas beaucoup plus compliqué, où il doit faire appel à la littérature, il ne pourra rien. Malheureusement, il faut aussi dans nos suggestions, nous avons demandé à ce qu'on revoie la formation de certains personnels de santé. Oui, c'est ce qui m'amène à arriver à ce stade de la question de savoir, d'une façon concrète, qu'est-ce que vous avez suggéré? C'est vrai que ça peut être volumineux, mais au moins l'essentiel de ce que vous avez suggéré pour améliorer tant soit peu l'existant que nous avons aujourd'hui au Congo, après avoir donné tous ces exemples-là de l'observation que vous avez eu à faire. D'accord, donc tout d'abord, nous avons suggéré la meilleure conception de la carte sanitaire. D'accord. Donc, il y a des suggestions que nous avons fait au plan général et des suggestions que nous avons fait à différents niveaux, au niveau des personnels, des malades, des structures de santé. Au niveau général, la carte sanitaire. Vous savez, la carte sanitaire, c'est celle qui permet d'apprécier les besoins de la population en santé. Et par rapport à ces besoins, on met les structures en place. Et dans les structures, les personnels et les plateaux techniques qu'il faut. Donc, la première suggestion, c'est que nous avons demandé, c'est déjà prévu dans le plan national de développement sanitaire, mais beaucoup plus concrètement, de regarder la carte sanitaire. Aujourd'hui, il y a des villes, des localités qui sont plus nantis que d'autres villes. Vous savez, aujourd'hui, pour un cas d'appendicite, vers l'Outima là-bas, parfois il faut venir vers un CAI pour trouver la personne qui peut opérer. Pour des cas de traumatologie, il faut quitter Zanaga et il faut venir droit à Pointe-Noire pour trouver un traumatologue. Et même le nombre de traumatologues n'est pas ce qu'il faut. Pour preuve, moi j'ai eu un cas de traumatologie avec un de mes collaborateurs et le traumatologue est venu 5 jours après parce qu'il n'était pas disponible, le pauvre, il était à différents endroits. Et aujourd'hui, vous avez dans le cadre de la carte sanitaire ce qu'on appelle des déserts médicaux. Les déserts médicaux, c'est là où on ne trouve aucune prise en charge médicale. Et
Il y a une autre forme de désert médical, c'est que vous pouvez avoir des structures de santé, mais malheureusement, vous n'avez pas le personnel qualifié pour animer. Et nous avons retrouvé dans certaines localités des assistants sanitaires qui, de par l'expérience, sont obligés de poser des actes qui, en temps normal, ne peuvent être posés que par des médecins qualifiés. Et quand vous avez la malhonnêteté, quand vous avez la mauvaise foi, vous avez des gens aussi qui n'ont pas le diplôme qu'il faut, qui n'ont pas la compétence qu'il faut, mais qui vont se faire appeler docteur. Vous voyez aujourd'hui, quand tout le monde porte la blouse blanche, quand vous arrivez dans un hôpital, vous appelez tout le monde docteur. Il y a aussi la mauvaise foi parce qu'il faut un encadrement. Nous avons proposé un encadrement du personnel médical. Il faut un encadrement qui part de la formation au perfectionnement jusqu'à l'emploi. On ne blague pas avec la santé, c'est-à-dire on peut blaguer avec tous les domaines, mais on ne blague pas avec la santé humaine. Donc la carte sanitaire, c'est de savoir dans tel département, et ça c'est fait, je vous dis, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Quand vous rentrez dans le plan national de développement sanitaire, c'est des choses qui existent. Maintenant, il faut les rendre, il faut les concrétiser. Vous avez, dans le cadre de la carte sanitaire, un problème de planification qui se pose. Vous avez aujourd'hui des spécialités. On a beaucoup de c'est des gynécologues obstétriciens, et moins, par exemple, des traumatos, moins, par exemple, de neurochirurgiens. Pourquoi? Parce que, quelque part, le choix, quand il n'est pas planifié à un niveau public, c'est chacun qui choisit parce qu'il sait que telle spécialité va lui donner plus d'argent. Il sait que telle spécialité. Donc, nous avons retrouvé un hôpital quelque part où il y a 3 gynécologues obstétriciens. Il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas de pédiatre. Ce que je dis là, c'est des choses qui ont été déjà écrites, qui existent. Donc, nous avons juste suggéré, comme dans le protocole d'accord, nous avons le rôle d'accompagner, d'appuyer le gouvernement. Donc, nous avons dit que les choses existent, il faut seulement les rendre concrètes. Et il faut commencer par une révision de la carte sanitaire. Et ça prend la formation, et la formation ne doit pas se faire au hasard, il faut planifier en fonction des besoins. Et les médecins ne travaillent pas seuls. Sous les médecins, il y a tout un personnel d'exécution. Et il faut aussi encadrer la formation de ces personnels-là. Je vous dis, nous assistons à tellement de bavures. Il nous a été rapporté tellement de bavures qui ne concernent pas l'État en tant que tel, mais qui concernent des individus qui ne sont pas ce qu'ils sont, mais qui veulent être ce qu'ils sont. Qui ont une qualification, mais on ne sait pas comment ils sont arrivés à cette qualification. Bien qu'ils sont arrivés à cette qualification, mais ils ne font pas l'effort de se former. Et ils ne font pas l'effort de se former, ils ont résumé leur action en argent. Vous savez, en matière de santé, quand vous mettez l'argent devant, c'est un danger très grave. C'est un danger. Donc, toujours dans le cadre général, c'est arrivé, comme nous avons dit tout à l'heure, à une organisation généralisée de secours, de prise en charge, à un organisme tout de suite qui a la situation exacte des hôpitaux. Et quand cet organisme est sollicité, cet organisme est capable de vous dire qu'il peut avoir un lit disponible en traumatologie dans tel hôpital, il peut avoir un lit disponible en neurochirurgie dans tel hôpital, il peut avoir un lit disponible en néphrologie, en cancérologie, il peut avoir la possibilité de faire la dialyse dans tel endroit. Et quand nous sortons du cadre donc général, nous avons fait des suggestions maintenant, j'ai parlé des malades. Et ça, la grande suggestion que nous faisons, c'est que le citoyen lambda n'a pas les moyens de répondre aux exigences financières telles que cela se passe dans les établissements de santé aujourd'hui. Le citoyen n'a pas les moyens. Il faut rendre le citoyen accessible aux soins à travers un organisme tiers payant ou à travers une assurance maladie universelle où le malade n'aura pas peur, le citoyen n'aura pas peur d'aller à l'hôpital parce qu'il sait que même s'il n'a pas les moyens à l'instant, il va trouver l'organisme de prise en charge. Toujours au niveau du citoyen, l'information. Donner aux citoyens l'information. Nous avons commencé une série d'émissions au niveau de... Et ça pour essayer d'expliquer, de donner les définitions de certains termes médicaux aux malades qui ne comprennent pas. Quand on leur dit ce IRM, il ne sait pas. Quand on lui dit scanner, il ne sait pas. Donc, si le malade est informé et connaît un certain nombre de termes, la signification d'un certain nombre de termes, voilà, cette information peut aider le malade. Je vous ai parlé de l'agenda, donc des structures de santé qui existent. Moi, j'ai un ami qui ne savait pas qu'il y avait l'IRM, qu'on faisait l'IRM ici. Il ne le savait pas. Et il y a un certain nombre de spécialités aussi, les gens ne savent pas que cela se fait chez nous. Donc, ça,
sur le plan du malade, sur le plan du personnel, c'est ce que je venais d'évoquer. Il faut que nos personnels de santé aient l'engouement, le dévouement que les anciens avaient de venir à l'hôpital, non pas pour se faire de l'argent, mais de venir à l'hôpital pour soigner, pour guérir. Et ce qui conduisait à quoi, Tech? Cela conduisait à se former, à se perfectionner, à être auprès des anciens, à écouter. Aujourd'hui, un personnel de santé ne peut pas être orgueilleux pour refuser d'être encadré. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un jeune médecin qui est rentré de Cuba, qui est devenu très performant. Il est arrivé quelque part, il a dit qu'il doit s'appuyer des conseils des anciens. Et en termes d'anciens, il ne s'est pas arrêté aux médecins seulement. Il est allé jusqu'aux infirmiers. Il dit, vous êtes un ancien en pédiatrie, je vous dis apprendre ceci. Et ce jeune-là, je l'ai vu 24 heures sur 24 à l'hôpital. Quand il y a une intervention chirurgicale, il est là. Quand il y a un médecin plus ancien qui consulte, il est là. Et le résultat, c'est quoi? Aujourd'hui, il s'est fait une expérience. On ne met pas l'orgueil devant, on ne met pas l'ego devant, on ne met pas le moi devant, on ne met pas... parce qu'on ne se suffit pas. Vous voyez même, le fait qu'il y ait diverses spécialités dans la santé, ça prouve qu'il y a une complémentarité. Vous savez, un chirurgien généraliste, il ne se suffit pas. C'est pour ça qu'il y a la chirurgie cardiovasculaire, il y a la traumatologie. En chirurgie, il y a il y a la neurochirurgie, il y a beaucoup de spécialités. Donc, sur le plan du personnel, c'est encadrer la formation du personnel, encadrer l'emploi du personnel. Et aussi, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des différences sur le plan ratio personnel, malade, établissement hospitalier. Le personnel n'est pas ce qu'il faut, ne suffit pas. Bon, il y a une politique de formation, Dieu merci, mais il doit tenir compte de la carte sanitaire, c'est-à-dire des besoins. Et nous sommes rentrés dans les établissements de santé. Une des choses qui nous a étonnés dans les établissements de santé, vous savez, vous pouvez diriger un établissement de santé, mais un établissement de santé a des réalités spécifiques. Donc vous pouvez bien diriger une entreprise quelque part et venir chuter ou ne pas réussir dans un établissement de santé. Parce que un établissement de santé répond à des spécificités, répond à des particularités. Donc, nous avons vu aussi des établissements de santé qui étaient gérés par des gens qui ne savaient pas comment gérer un établissement de santé. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes à la tête d'un établissement de santé, quand le chef de service de cancérologie vient vous voir, vous devez un peu comprendre ce qu'il vous dit. Et pour comprendre ce qu'il vous dit, il faut comprendre, il faut chercher. Quand celui de chirurgie va venir vous parler en termes d'urgence, vous devez comprendre ce qu'il vous dit. Sinon, si vous ne comprenez rien, tout le monde va vous conduire dans des urgences. Et comme vous ne maîtrisez rien, voilà, vous ne saurez pas ce qu'il faut faire. Il en est de même de la maintenance hospitalière. Il faut connaître. Il y a la maintenance, le génie sanitaire qui fait appel à certaines spécialités, à certaines qualifications. Donc, vous ne pouvez pas aussi appeler des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, nous avons remarqué beaucoup de défense dans la gestion, dans l'organisation et dans le fonctionnement de certains hôpitaux où vous pouvez trouver du personnel dévoué, disponible, mais qui n'est pas qualifié pour gérer un établissement hospitalier. Et cela déjà, quand ça commence par là, par la tête, cela crée beaucoup de problèmes. Et les établissements hospitaliers aussi, nous avons fait des propositions. Je vous dis, nous avons visité des hôpitaux au Congo qui ont un plateau technique correct. Je vais surprendre beaucoup, mais nous avons visité des hôpitaux qui ont un plateau technique correct. Je ne cite pas les noms, mais je vous dis, il y a un hôpital qui m'a marqué parce que j'ai trouvé un plateau technique correct, mais alors les différentes failles, les différentes faiblesses que nous venons d'évoquer ne contribuent pas à valoriser ce plateau technique sur le plan des personnels, sur le plan de la façon de faire et sur le plan de la prise en charge des malades. Le plateau technique est là. Moi, j'ai eu un cas d'accident vasculaire cérébral de quelqu'un, d'un parent, et qui a été résorbé parce que nous sommes arrivés dans un hôpital qui était équipé ici. Nous avons trouvé, Dieu merci, un neurologue, un cardiologue, des gens qui étaient là, qui étaient compétents. Et la personne n'a pas eu besoin d'aller à l'étranger, la personne est sortie de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la rapidité dans le temps de prise en charge. Mais par contre, j'ai perdu d'autres parents parce que je suis allé quelque part où il y avait les équipements pour le prendre en charge, mais il n'y avait pas le personnel compétent, le personnel qualifié. Donc, je crois que l'étude que nous sommes en train de mener, comme je le disais tantôt, nous avons besoin de vos suggestions, nous avons besoin de vos observations
parce que nous avons dit, nous ne faisons pas la politique au cours de cette émission. Mais nous sommes au contact de la population. Nous voyons les besoins de la population. Donc nous voulons par rapport à ce qui existe, conseiller cette population. Nous voulons par rapport à ce qui existe, aider à ce que cette population soit mieux prise en charge. Et nous le faisons dans un seul cadre. Dans le cadre du protocole d'accord qui nous lie avec le gouvernement, qui nous demande, vous qui avez la proximité avec la population, vous qui avez la possibilité de par les attributions de votre ONG d'aller dans les établissements hospitaliers, essayez de nous conseiller par rapport à ce qui existe, qu'est-ce qui peut être amélioré. C'est ce que nous faisons. Donc ça ne répond ni de la politique, ni de rien du tout. Mais c'est un regard concret des citoyens qui ont été investis d'une mission et qui rendent ce qui... Mais franchement, monsieur le journaliste, il faut que nos hôpitaux soient vraiment des hôpitaux. Il faut que nos hôpitaux, nos établissements hospitaliers soient débarrassés des gens qui croient qu'ils peuvent faire de l'argent sur le dos des malades. Des gens qui croient qu'ils peuvent faire le commerce sur le dos des malades. Il faut que nos hôpitaux soient gérés, administrés par des gens qui, même si au départ, ils n'ont pas la connaissance du fonctionnement hospitalier, mais qui cherchent à connaître le fonctionnement hospitalier pour mieux apprécier les besoins de l'hôpital, pour mieux apprécier l'organisation d'un hôpital, pour mieux apprécier le fonctionnement d'un hôpital. Et, vous voyez, en le faisant, nous allons mieux maintenir ce que nous avons déjà comme acquis. En le faisant, nous allons mieux encadrer des gens. Vous savez, on ne nomme pas dans un hôpital par affinité. On ne nomme pas par relation. On ne nomme pas par complaisance, parce que toute décision qu'on peut prendre a une incidence sur la vie de quelqu'un, sur la vie humaine. Donc c'est tout ça que nous avons mis dans cette étude. En tout cas, merci pour tous ces détails que vous avez donnés. Merci à ceux qui nous ont suivis. On va sans doute s'arrêter par là, mais avant de nous quitter, juste essayer de rappeler que vous avez là mis à la disposition de plusieurs personnes qui nous suivent votre plaidoyer qui est en voie de se terminer bientôt là, et que vous avez besoin des suggestions de tout un chacun qui peut apporter, et que vous, à votre niveau, en ce que je sache, au regard du protocole qui vous lie avec le gouvernement, vous allez mettre les conclusions de vos études à la disposition du gouvernement qui, lui, fera quoi en faire, comment en faire usage pour améliorer le système sanitaire au Congo, notamment en commençant d'abord par l'existant, et par la suite, pourquoi pas, cette étude pourra ouvrir le champ sur ce que nous pouvons apporter pour mieux équiper nos établissements sanitaires. Car cela nous tient, Monsieur Charles Bekoungi, avant qu'on se quitte, quel est le message particulier peut-être à l'endroit de ceux qui vous suivent, ou encore un mot de fin pour qu'on se quitte? Voilà, c'est juste dire que nous existons, l'ONG Espace Solidarité Santé. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, nous sommes à Ngoyo, au quartier Ngoyo, Kouma, en face de l'église prophétique qu'on appelle couramment Zéphirin. Et vous avez nos coordonnées téléphoniques, vous avez notre WhatsApp, vous avez notre mail qui vont être affichés sur vos écrans. Et nous avons besoin de vos suggestions. Nous avons besoin de vos remarques. Nous avons besoin de tout ce qui peut concourir à ce que vous soyez mieux pris en charge dans les établissements de santé. Et nous avons de la part des établissements de santé aussi, nous faisons le conseil. C'est-à-dire que les patrons, les responsables des établissements de santé peuvent nous contacter sur un sujet donné et nous, on peut les conseiller. Dernièrement, nous avons conseillé un hôpital. Nous sommes arrivés dans un établissement de santé. Il était question des finances. Et nous sommes rendus compte que dans cet établissement de santé, tout était sous-traité. La restauration était sous-traitée. Le nettoyage, l'entretien était sous-traité. Beaucoup de choses étaient sous-traitées. Nous avons pris le coût, combien faisaient les sous-traitances, et nous avons fait une proposition aux responsables de cet hôpital. Nous avons dit, si vous recrutez des cuisiniers, parce que vous avez une cuisine, parce que la sous-traitance qui fait la restauration utilise vos installations. Mais si vous pouvez prendre tant de cuisiniers qui seront payés tant, voilà ce que vous ferez comme dépense. 10 fois moins que la sous-traitance. Nous sommes allés dans le personnel d'entretien. Nous avons fait la même étude. Et quand nous avons rendu notre étude, nous avons donné la possibilité à ce responsable d'hôpital de savoir comment faire des économies sur le fonctionnement de son hôpital. Et nous avons démontré
que là où ils pouvaient dépenser 2000 francs, en fait, dans nos propositions, nous qui étaient très efficaces, ils ne dépensaient que 100 francs. Donc, 1900 francs d'économie. Et nous avons prouvé que il arrive des moments où certains établissements hospitaliers font des recettes qui peuvent leur permettre de faire face à certaines dépenses courantes, mais c'est la façon de faire, la façon de gérer. Et nous sommes allés aussi, nous avons proposé sur le plan technique à certains hôpitaux, nous leur avons demandé de rechercher certains spécialistes que vous aurez une fréquentation augmentée au niveau de votre hôpital si vous avez tel spécialiste. Donc, c'est ce que nous faisons à l'ONG ESSA et nous sommes ouverts, vous pouvez nous contacter à tout moment. Les erreurs médicales, quand vous avez l'impression que vous avez subi tel préjudice dans tel hôpital, nous avons aussi des experts au niveau de l'ONG ESSA qui peuvent prendre la situation en main et en accord avec tout ce qui existe, loi et règlement en vigueur dans notre pays, ils peuvent aller faire l'expertise, déterminer si vous avez été victime d'une erreur médicale ou pas. Si vous avez été victime d'une faute, nous avons des experts aussi dans ce cadre-là. Et enfin, nous avons oublié une des suggestions très importantes que nous avons eu à faire dans notre étude, c'est nous ne devons pas attendre que les malades arrivent en grand nombre dans nos hôpitaux. Nous devons prendre aussi les dispositions qui nous permettent d'éviter à ce que les gens viennent dans nos hôpitaux. Et nous avons pris la prévention. Nous nous sommes rappelés, nous autres qui sommes nés il y a des années, eh bien, il y avait les services d'hygiène dans le domaine de l'hygiène, de la prévention et de la prophylaxie. Nous avons dit que plus on est regardant sur l'hygiène, sur la prévention, sur la prophylaxie, plus nous évitons aussi d'engorger les établissements de santé. À l'époque, nous avions les pulvérisations, les moustiques. Là, il y a des campagnes de moustiques. Je vous dis, tout ce que je vous dis existe dans le plan national de développement sanitaire. Il suffit seulement de rendre tout ça concret. Donc, beaucoup plus s'appuyer sur l'hygiène, la prophylaxie, l'hygiène aller jusqu'à l'hygiène scolaire et tout. Les laboratoires phytosanitaires, voir toute la nourriture qui rentre dans notre pays, est-ce qu'elle répond aux normes? Parce que sur le plan de la consommation dans ce domaine-là aussi, ça peut être la cause de beaucoup de maladies. Et nous avons suggéré de rendre concret aussi, nous sommes dans un milieu ambiant, on fait bien le bruit, de rendre concret l'Institut de veille sanitaire. C'est-à-dire quand on remarque la recrudescence de tant de pathologies, il doit y avoir un institut de veille sanitaire qui regarde pourquoi il y a autant de décès, pourquoi autant, et se met à rechercher les causes avant que la situation s'empire. Donc c'est toutes ces suggestions-là que nous avons mis dans notre document. Donc nous sommes ouverts, et comme j'ai dit, nous ne faisons pas la politique en fait. Nous ne faisons pas la politique, donc nous n'allons pas rentrer dans un débat politique. Nous avons un protocole d'accord avec le gouvernement, nous faisons notre part, comme nous sollicitons aussi de la part du gouvernement souvent un accompagnement dans ce que nous sommes en train de faire. D'ici là, nous allons déployer nos structures dans toute la République sur la base de ce protocole d'accord. Et nous aussi, en retour, nous apportons notre concours dans la limite de nos engagements contenus dans le protocole d'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Charles Mindo Nikongi, pour tout ce que vous avez mis à la disposition de tous qui nous suivent. Et vous aussi, population qui suivez, voilà, le message, il est passé. Il a été demandé une collaboration, notamment avec vous, d'emmener, de proposer, de suggérer, et afin que les choses soient de mieux en mieux prises en compte. Aussi, il faudrait noter que la prévention est la meilleure des choses à faire. Dans cette étude, ce côté de prévention a été vraiment épinglé afin d'améliorer un certain nombre de choses pour qu'on n'arrive pas au pire. Et le souhait pour nous, surtout qui sommes la voix des sans-voix, c'est surtout voir que ces études que vous menez soient prises en compte au niveau du gouvernement et qu'une fois appliquées, nous en verrons des résultats sans doute très positifs. Merci. Il nous reste à vous dire au revoir et très prochainement, nous allons nous attaquer à un autre thème, à une autre thématique, notamment sur ce domaine, mais pourquoi pas sur un autre domaine. Au revoir.